un État terroriste ? Le Pakistan est un pays méconnu du public européen. Cet État et ancienne colonie britannique est en effet confronté à deux types de groupes terroristes. L'un est religieux, il oppose les deux branches de l'islam, les sunnites et les chiites, à des membres de sectes ou d'autres religions minoritaires. L'autre type de terrorisme est nationaliste. Il se manifeste surtout au Baloutchistan. À l'égard de ces groupes déstabilisants qui ne sont pas tous hostiles au régime, le Pakistan mène une politique ambiguë pour des raisons internes et internationales. Les partis extrémistes connaissent très peu de succès lorsqu'ils présentent des candidats aux élections législatives. Mais ils possèdent un pouvoir de nuisance considérable, car ils savent mobiliser et galvaniser les foules, tout en exerçant des pressions sur les juges, les parlementaires et les journalistes pakistanais. Pour éviter tout embrasement qui amènerait à renverser le gouvernement, le pouvoir exécutif obtempère aux exigences des radicaux. Imran Khan, ancien Premier ministre, suivait plus souvent le peuple qu'il ne le dirigeait vraiment. Le terrorisme de connivence d'Islamabad. Les Hazaras chiites, regroupés à Quetta, la capitale du Baloutchistan, sont particulièrement ciblés par l'État islamique, mais aussi par des mouvements sectaires sunnites nationaux, Lashkar-e-Jhangvi et Ahl-e-Sunnat wal-Jama'at. Le gouvernement les protège relativement peu, car les attentats dont ils sont victimes font passer à l'arrière-plan les activités des mouvements séparatistes baloutches. Pour se disculper, l'État accuse l'État islamique d'être à l'origine des actes terroristes contre cette minorité. L'excuse est assez crédible du fait de l'implantation croissante de Daesh au Pakistan, notamment par le biais de combattants de retour du théâtre syrien. Les attentats sont quant à eux plus rares et commis par des sunnites contre des ahmadis, considérés comme non musulmans, mais il y a également des attentats contre des hindous, des sikhs et des chrétiens, bien que ces derniers ne retiennent strictement pas l'attention des autorités pakistanaises qui verraient d'un très bon œil leur disparition totale et définitive du pays. Le soutien apporté par Islamabad à certains groupes terroristes constitue une continuation de la politique étrangère. Le gouvernement pakistanais les utilise pleinement grâce à son principal service de renseignement, l'Inter-Services Intelligence, connu sous le sigle ISI. Il accepte la présence de la Shura des talibans afghans à Quetta et les a soutenus dans la perspective de leur retour au pouvoir en Afghanistan, qui est actuellement chose faite depuis le départ catastrophique des Américains d'Afghanistan en août 2021. Ainsi tranquille sur sa frontière occidentale, le gouvernement peut désormais consacrer tous ses efforts sur sa frontière orientale, face à l'Inde. Le contact maintenu en toutes circonstances par le Pakistan avec les talibans afghans lui a permis de jouer le rôle d'intermédiaire entre eux et les États-Unis dans le passé, facilitant l'ouverture de négociations. Islamabad entretient par ailleurs des relations étroites avec le réseau Haqqani, créé dans la partie orientale pachtoune d'Afghanistan, hostile comme les talibans à l'ancien régime de Kaboul, soutenu alors par les Américains. Certains de ses membres auraient trouvé refuge dans le district tribal du Nord-Waziristan, au Khyber Pakhtunkhwa. Ce n'est qu'après avoir laissé partir en Afghanistan ses militants que l'armée pakistanaise avait lancé l'opération Épée du Prophète contre le Tehrik-e-Taliban Pakistan, le TTP, dans ce district le 14 juin 2014. Depuis, les militants du mouvement Haqqani utiliseraient de nouveau le Nord-Waziristan comme zone de repli grâce à l'action pakistanaise dans la zone. L'Amérique dans l'embarras. Les Américains dénoncent la complicité pakistanaise avec les extrémistes afghans, mais Islamabad poursuit quand même sa politique du « en même temps ». La construction par le Pakistan d'une clôture le long des frontières afghanes et iraniennes, terminée en 2021, empêche l'entrée sur son territoire d'éléments hostiles, tout en assurant un libre passage aux mouvements militants qu'il soutient. Le Pakistan mène aussi une politique ambiguë à l'égard du Jundallah, un mouvement séparatiste du Séistan iranien, surtout peuplé de Baloutches sunnites, proches d'Al-Qaïda et des talibans. Le Pakistan ne soutient pas ouvertement ce groupe créé en 2003, mais ne consacre pas non plus d'efforts pour anéantir ses membres qui trouvent refuge au Baloutchistan. Le renseignement américain est très au fait de ce qui se passe au Pakistan. Et malgré la bonne volonté affichée par ce dernier dans sa lutte contre le terrorisme, il est bon de rappeler qu'Oussama Ben Laden, le responsable des attentats du 11 septembre 2001, a été appréhendé par les soldats américains au Pakistan. Rivalité indo-pakistanaise. L'hostilité permanente du Pakistan à l'égard de l'Inde explique partiellement l'omniprésence sur son sol de mouvements islamistes radicaux qui servent ses desseins politiques. Tout naturellement, il suit avec une attention soutenue tous les groupes idéologiques et séparatistes qui agitent l'Inde. Il n'en est pas l'instigateur, mais apporte son aide quand il le peut sur le plan politique et parfois aussi en fournissant des armes et des munitions. C'est le cas dans la partie du Cachemire administrée par l'Inde, où divers mouvements comme le Jaish et Mohammed et le Hizb ou le Mujahideen bénéficient de bases de repli et d'entraînement sur le sol pakistanais.
Le soutien apporté au mouvement séparatiste de la partie du Cachemire, administré par l'Inde, va certainement continuer car ils immobilisent de nombreuses unités paramilitaires et militaires indiennes, pénalisant fortement l'Inde dans la défense de ses frontières. De même, l'aide apportée aux partisans du Khalistan, un état pendjabi indépendant que réclament certains extrémistes sikhs, est sans faille. Elle s'étend même à la diaspora sikh, notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et au Canada. Par ailleurs, rappelons que le Lashkar-e-Taiba, basé au Pakistan, a fomenté les attentats de Bombay en novembre 2008. Démanteler le séparatisme. Les mouvements autonomistes, voire indépendantistes qui agissent dans plusieurs provinces, ainsi que certains groupes religieux constituent des cibles prioritaires pour le gouvernement pakistanais. Troisième province par sa population, avec 36 millions d'habitants, majoritairement pashtuns, le Khyber Pakhtunkhwa avait manifesté son désir d'indépendance dès la création du Pakistan en 1947. Le sentiment nationaliste dominé, soutenu par l'Afghanistan qui n'a jamais reconnu l'artificielle ligne Durand datant de l'époque coloniale comme frontière. Mais il est aujourd'hui en berne. Certes, le mouvement de protection des Pashtuns défend les droits des Pashtuns, qu'il estime bafoués, mais ne formule plus aucune revendication nationaliste. Comme d'autres partis politiques, il demande au gouvernement des éclaircissements sur les personnes disparues. Les services de renseignement surveillent de très près ses activités car il bénéficie de sympathie, tout particulièrement dans les districts tribaux, ex-zone tribale administrée par le pouvoir fédéral. Certains de ces dirigeants ont été arrêtés et emprisonnés pour avoir tenu des propos jugés offensants pour les forces armées et commis des actes agressifs contre des postes militaires. Seconde province par la population après le Pendjab, 115 millions d'habitants, le Sindh, peuplé de 55 millions d'habitants. Majoritairement sindhi, connaît plusieurs mouvements autonomistes, voire indépendantistes. La violence des actions qu'ils conduisent contre des Pendjabis, des Chinois et les forces de sécurité a conduit le gouvernement fédéral à en interdire certains. À vrai dire, les revendications nationalistes sindhi ne présentent pas de menace sérieuse pour l'unité du Pakistan. De même, les quelques manifestations séparatistes du Gilgit-Baltistan, essentiellement chiites et administrées par le pouvoir fédéral, qui pourrait prochainement obtenir le statut de province, ne provoquent aucune inquiétude à Islamabad. De rares actes terroristes ont été commis dans le passé, mais ont cessé. Peut-être parce que les forces de sécurité sont massivement déployées dans cette région stratégique. La situation est tout autre au Baloutchistan, la province la moins peuplée du pays avec seulement 15 millions d'habitants, où les sentiments nationalistes remontent à l'indépendance du Pakistan et perdurent. Les Baloutches affirment leur identité, inquiets de l'implantation ancienne et de l'arrivée nouvelle de Pashtuns. De fait, ils restent à peine majoritaires dans leur province. Plusieurs groupes clandestins, marqués très à gauche politiquement, revendiquent l'indépendance. Ils se concertent pour commettre des actes terroristes contre les forces gouvernementales, mais aussi contre les Chinois impliqués dans la création du corridor économique Chine-Pakistan. Les forces de sécurité utilisent certains islamistes de la province pour lutter contre les nationalistes laïcs. Le Pakistan est par ailleurs accusé d'avoir commandité le meurtre de nationalistes baloutches vivant à l'étranger, notamment dans les Émirats arabes unis, en Suède et au Canada. Alors que les séparatistes baloutches agissent dans le sud du Baloutchistan, les talibans demeurent actifs au nord de la province, dans les zones contiguës au Khyber Pakhtunkhwa. En fait, le TTP, mouvement sunnite voulant imposer un régime islamiste, a perpétré des attaques dans toutes les provinces. Les effectifs combattants de ce mouvement sunnite s'élèveraient au minimum à 2500 et au maximum à 6000 hommes. Les forces de sécurité s'efforcent d'en réduire le nombre via des actions ponctuelles. Pour atténuer les critiques internationales, le Pakistan a interdit 2 groupes sunnites anti-indiens, le Lashkar-e-Taiba et le Jaish-e-Mohammed. Il a également durci aussi sa position à l'égard des chiites. En août 2020, il a banni un mouvement chiite peu connu, le Khatam al-Anbiya, KUA, issu du groupe interdit Ansarul Hussein, et impliqué dans le recrutement de volontaires dans le Khyber Pakhtunkhwa, rejoignant la Syrie et transitant par l'Iran. Plusieurs de ses membres ont été arrêtés. L'extrémisme comme frein économique. Toutes ces mesures contre les mouvements extrémistes sunnites et chiites sont intervenues peu avant la réunion de fin février 2021 du groupe d'action financière, GAFI, un groupe intergouvernemental basé à Paris de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Les mesures prises par le Pakistan ayant été jugées insuffisantes, le pays reste sur la liste grise sur laquelle il figure depuis juin 2018. Ce qui est fort préjudiciable pour son économie, qui se voit refuser des investissements conséquents. En réalité, certains mouvements terroristes poursuivraient clandestinement leurs activités.
leurs chefs ne sont guère inquiétés. Tous les gouvernements, civils ou militaires qui se sont succédés à Islamabad ont été incapables de réformer les quelques 30 000 madrasas du pays. Des écoles coraniques qui continuent de dispenser un enseignement religieux parfois sectaire en dédaignant les matières civiles. C'est à se demander si le gouvernement l'a un jour réellement souhaité. Seulement 300 madrasas se seraient fait enregistrer. Certes, les madrasas ne constituent pas l'unique vivier de combattants djihadistes, les universités du pays en forment également. Mais certaines d'entre elles ont acquis une très mauvaise réputation. Ainsi, la madrasa Darul Ulum Haqqaniya à Akora Khatak, située au Khyber Pakhtunkhwa, a reçu l'appellation d'université du djihad. Comme d'autres madrasas, elle reçoit des financements gouvernementaux. En réalité, l'État n'exerce aucun contrôle sur les madrasas. Il les accepte, leur accordant en fait une large autonomie. Pour masquer son manque de détermination dans sa lutte contre l'extrémisme et le terrorisme, le Pakistan accuse ses voisins d'ingérence. En tout premier lieu, l'Inde, qui soutiendrait non seulement les mouvements séparatistes baloutches et pashtuns, mais aussi les sindhis et les baltistanais. Le Pakistan le fait savoir à la communauté internationale et particulièrement à l'ONU. Il accuse aussi l'Afghanistan d'héberger des groupes terroristes, accusation assez évidente étant donné le faible contrôle aux frontières afghanes. Conclusion. Pour satisfaire la communauté internationale, le Pakistan affirme lutter contre toute forme de terrorisme. En réalité, il mène une double politique. D'une part, il soutient les mouvements islamistes en Afghanistan et en Inde, tout particulièrement au Cachemire. D'autre part, il lutte contre des groupes qui agissent contre ses intérêts sur le sol pakistanais même. Les mesures politiques et militaires prises par le Pakistan pour endiguer le terrorisme demeurent inefficaces et leur ambiguïté constitue la cause principale de cet échec. Merci de nous avoir écoutés. N'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Merci pour votre soutien à la chaîne via Clippy, dont vous trouverez le lien dans la description. Nous essayons toujours de vous donner un point de vue géopolitique différent, marqué par l'histoire et les cultures. En attendant l'épisode suivant, n'hésitez pas à nous donner votre avis sur ce sujet dans les commentaires. À la prochaine!